Ma vie de comédienne, bonjour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo one-shot sur mes pires anecdotes de tournée. Alors, si vous faites partie de la grande famille des intermittents du spectacle, évidemment, cette vidéo va vous parler puisqu'on a tous des anecdotes. Ce n'est pas possible qu'il nous arrive rien. On en vit 1000 vies en une. C'est absolument incroyable ce qui nous arrive, incroyable. Et si vous connaissez pas ce monde du spectacle, j'espère que du coup ça va vous familiariser avec. Même si évidemment ce que je vais vous raconter est évidemment très rare, mais c'est-à-dire qu'en presque 7 ans de métier, évidemment qu'il y a des trucs qui nous est arrivé, des trucs complètement dingues. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir vous amuser un petit peu et moi ça va me permettre un peu de me replonger dans cette ambiance-là de tournée qui me manque vraiment beaucoup. Donc j'ai très hâte. J'ai fait une petite liste qui est à côté, donc si je regarde à côté c'est pour me remémorer en fait les anecdotes. J'en ai 10, c'est un top 10, voilà, c'est le top 10 des pires anecdotes de tournée. Je vais vous faire un deuxième volume avec les 10 pires anecdotes de tournée, mais version publique, parce que là on va vraiment se concentrer sur ce qui se passe en backstage et on stage aussi, hein, parce qu'il se passe des trucs aussi sur scène où les gens ne voient pas mais que nous on est au courant. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première anecdote. Alors vous allez me dire qu'est-ce que fout dans le titre un lapin. Alors c'est mignon et flippant en même temps. Alors un jour, je lançais du coup ma première pièce qui s'appelle Le mensonge n'a sauvé personne et on part en tournée, l'une de nos premières tournées à Saint-Étienne. On est super contents, donc c'était il y a un petit moment déjà. Et en arrivant, on a donc, quand les comédiens arrivent, quand t'es comédien de tournée en général, il y a un appartement qui est dédié aux comédiens, ou du moins une chambre d'hôtel, enfin peu importe, mais il y a toujours un logement normalement. Donc on arrive et donc il y avait un appartement de comédiens de 200 mètres carrés, l'appartement absolument magnifique. Enfin, on était super contents de venir à Saint-Étienne, et moi d'autant plus parce que c'était l'une des premières fois que je partais en tournée du coup avec ma pièce. J'en avais fait 2, 3, 4 de tournées avant, mais c'était pas aussi loin, donc j'étais super contente. Et on arrive du coup à Saint-Étienne, à l'appartement, et la personne qui nous accueille, qui est du coup celle qui gère le théâtre, hein, c'est pas la directrice, mais en tout cas c'est elle qui gère les départs, les arrivées et la régie aussi. Et elle arrive et elle nous présente du coup, elle nous donne les clés et tout machin, et en nous donnant les clés, elle nous dit, voilà, par contre, il faut que je vous dise, il y a eu un magicien juste avant vous, il est parti, et en fait, il nous a signalé que dans l'appartement, il avait perdu son lapin. Donc si vous le trouvez, dites-le nous. Et figurez-vous qu'on est resté une semaine, on n'a pas trouvé le lapin. On ne sait pas ce qui est devenu ce lapin. On ne sait pas si ce lapin a vraiment existé un jour. Mais en tout cas, le lapin, on l'a pas retrouvé. Alors, désolé pour tous les gens qui sont pro-SPA, etc. On ne l'a pas trouvé, on l'a cherché, je vous assure qu'on l'a cherché. Mais dans 200 mètres carrés, c'est impossible. Avec tous les coins et les recoins, c'était impossible. Et on l'a véritablement pas retrouvé. Voilà, le lapin perdu de la tournée. On continue tout de suite avec une première anecdote sur un retard. Alors sur un retard, c'est quelques années plus tard. Il me semble que c'est 1 an plus tard. Je travaillais du coup à Paris. J'ai eu la chance de travailler dans une grosse production, on peut dire une grosse production, où je travaillais du coup du lundi au samedi, 3 fois le samedi, tous les soirs, je jouais exactement la même pièce, et ce pendant 7 mois, du coup, jusqu'à ce que je veuille partir. Et du coup, on était dans un super théâtre à Paris. Et j'avais donc le même partenaire qu'on va appeler Yoni. Et en fait, il faut savoir que dans les grosses productions, les règles ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que normalement, quand on arrive toujours 1h30 avant, 1h30 avant pour mettre en place le plateau, mettre en place les accessoires, mettre en place les costumes, s'habiller, se maquiller, et c'est parti, on joue. Et là, c'est différent parce que du coup, le plateau est toujours le même parce qu'on est résident, donc le décor, pas la peine de l'installer. Et les accessoires, c'est toujours le régisseur qui s'en occupe et c'est pas à nous de le faire. Donc nous, qu'est-ce qu'on a à faire en tant que comédien? On arrive, on met nos costumes et on joue, point. On se prépare, on joue et point. Et par contre, le revers de la médaille de ce truc-là, c'est qu'on n'a pas accès au régisseur qui est donc au 2e étage et on n'a pas accès à lui. Et du coup, à 20h pile, on a l'annonce automatique du spectacle et paf, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, ça se lance, d'accord les gars? C'est très important pour la suite.
Et du coup, on joue du coup 8 fois par semaine, fois 7 mois. Je vous laisse faire le calcul parce que moi je suis très mauvaise en mathématiques, d'accord. Et du coup, voilà. Et pour vous expliquer le contexte, on a du coup la scène. Ensuite, à côté, on a un espèce de sas qui nous relie au public, mais qui est séparé avec un rideau, avec un décor en dur. Donc, la seule entrée possible, c'est ce décor en dur avec une porte. Et dans ce sas-là, on a un escalier qui monte jusqu'aux loges. Et un escalier vraiment très très haut, c'est-à-dire que, enfin voilà, c'est v'là les dalles de béton quoi. Et donc moi j'aime bien j'arrive toujours très très en avance, je vérifiais toujours quand même mes accessoires, même si c'était fait par le régisseur, c'était vraiment un toc chez moi, il faut vraiment que jusqu'à la dernière minute que je vérifie tous mes accessoires. Vraiment, vraiment, donc je suis toujours un quart d'heure avant, derrière, prête, avec tous mes costumes et tout, je suis toujours derrière, et pour prendre l'ambiance un peu du public, et j'aime bien être dans l'ambiance à côté du public sans qu'ils me voient, mais que moi je les entends et tout, d'avoir l'ambiance et tout, ça me permet d'être là quoi. Et ça me permet surtout de ne pas avoir ce qui va se passer dans la suite. Alors ce qui se passe, c'est que je suis dans le sas, tranquille et tout machin, et là, l'annonce part. L'annonce part, mais mon partenaire n'est pas avec moi dans le sas. Donc ça veut dire que mon partenaire est toujours en train de s'habiller en haut dans les loges. Et il n'a pas dû faire attention du tout à l'heure qu'il était. Et là, je commence... L'annonce dure 10 secondes. Et quoi qu'il arrive, au bout des 10 secondes, qu'on soit là ou pas, il y a plein feu sur scène. Donc là, il n'y a pas le choix, il n'y a que moi qui l'entends parce que lui, du coup, avec les porte-feu à la con, là, ben, il n'entend pas qu'il y a l'annonce. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis avec mes talons de 10 cm, évidemment, des talons, évidemment. J'ouvre la porte du sas pour me plonger du coup jusqu'au premier étage où il y a les loges avec des dalles de béton comme as à courir et à dire et je peux pas crier parce que si je crie les gens vont m'entendre, donc je peux pas crier, je suis obligée de monter, donc je monte, je cours mais à un point avec des talons hauts de 10 cm, je vais me péter la gueule, j'arrive, j'ouvre la porte de la loge et je fais Yoni, on y va, c'est à nous, il y a l'annonce, vite, et il sait ce que ça veut dire, tu vois, là je le vois, mais sa chemise n'était même pas encore boutonnée, ses chaussures n'étaient même pas encore mises, enfin la catastrophe totale. Et là je me dis de toute manière moi il faut que j'aille sur scène parce qu'il faut meubler, les gars. Donc je descends en trombe, j'ouvre la porte, mais j'ai dû faire un fracas de ouf. Les gens ont dû se dire mais qu'est-ce qui se passe sur scène, de toute manière on voit rien, c'est le noir encore. J'arrive, je m'assois et peu importe ce qui se passe, dans les 10 secondes, la lumière va s'allumer, il va voir la voix off qu'il faut pour que moi je démarre le spectacle. Et le problème, c'est que c'est lui qui lance le spectacle. Et s'il n'est pas là, je sais pas ce que je dois faire. Là, clairement, je sais pas. Je n'ai pas les cartes en main. Et du coup, je me dis, putain, il va falloir improviser. Et la lumière s'allume. La lumière s'allume et je suis toute seule sur scène. Je suis toute seule et ça dure, mais je pense, 1 seconde et demie. Mais les 1 seconde et demie, les plus longues de toute ma vie. Là, les secondes durent des heures. Si vous êtes comédien, vous savez exactement de quoi je parle. Là, c'est très long, tu te sens très seul et tu te dis vite, il faut que je meuble. Et là, je regarde discrètement parce qu'il peut que venir de cet endroit-là, de l'entrée, il y en a qu'une seule. Donc, je regarde discrètement et j'essaye de jouer pour que les gens ne voient pas ce qui se passe, puisque les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe derrière. Et là, j'entends le partenaire qui dévale, j'entends Yoni qui dévale les escaliers et qui ouvre la porte, mais qui devait être comme ça et qui a ouvert en mode beau gosse. Et intérieurement, je me suis liqué pied, je me suis dit putain, heureusement qu'il est là. Donc il n'était pas à sa place au moment donné. Ça a dû durer 1 seconde et demie, mais pendant cette seconde et demie, je me sentis tellement seule et tellement en panique. On va passer tout de suite à l'anecdote suivante qui est aussi un retard, mais là beaucoup plus grave. Du coup, quelques années en arrière où j'étais à Nice du coup et je jouais à une pièce de boulevard qui s'appelait Ma femme s'appelle Maurice. C'était super cool et on avait un personnage principal du coup Maurice qui était un comédien vraiment extraordinaire que j'adore. Il a un pouvoir comique absolument incroyable. Après il a 2 défauts, c'est qu'il ne sait jamais son texte, ce qui est quand même con pour un comédien, et surtout il est en retard. Il est très en retard mais très régulièrement. Mais des retards où c'est 5 minutes, tu vois, 5, 10 minutes, 20 minutes maximum, tu vois. Bon,
Et un soir, on est tous regroupés, il manque Maurice. Et Maurice est en retard. Maurice est en retard et on est complet. Et là, vous allez savoir ce que c'est durant toute cette vidéo, ce que ça veut dire show must go on. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Un complet, c'est un complet et qu'importe ce qui se passe, on joue en fait. Quoi qu'il se passe sur scène, jusqu'à la mort, mais vraiment, vous allez comprendre pourquoi après je vous dis ça, on joue, voilà, c'est marche ou crève. Et là, du coup, le directeur vient nous voir et nous dit, voilà, j'ai eu Maurice au téléphone, il arrive, il est en retard, on va attendre encore 5 minutes, mais il va falloir lancer le spectacle parce qu'on est complet, je peux pas rembourser tout le monde. Et on attend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Au bout de 15 minutes, il revient nous voir. Il fait bon, ben, les gars, de toute manière, il n'est pas là pour les premières 10 minutes du spectacle. Donc, Seb, s'il te plaît, étire au plus que tu peux pour que Maurice soit là, tu vois. Et Seb, quand il rentre du spectacle, il ne ressort pas après l'arrivée de Maurice. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas savoir si Maurice est arrivé ou pas. Et il n'y a personne qui peut venir l'aider sur scène pour lui dire que Maurice est arrivé ou pas. Il n'y a personne qui vient avant Maurice. Et du coup, on se fait des plans, on se dit, ok, s'il n'arrive pas, on le remplace, toi tu le remplaces et on trouve un truc où je viens meubler, on se fait des petits plans et on se dit, ok, on y va. Donc on lance le spectacle, Seb prend 3 quarts d'heure, prend le truc qui dure 10 minutes, a duré 20 minutes. Et Maurice n'arrivait pas, il n'arrivait pas. Et au bout d'un moment, on sent Seb complètement carafe, on le sent qu'il essaye de rallonger, et il n'y arrive pas. Et là, à ce moment-là, Maurice débarque. Il n'était pas maquillé, pas coiffé, pas costumé, rien du tout. Il arrive, mais avec tout sourire en plus, mais la bonhomie de ce monsieur est incroyable. Il arrive, il fait, bon alors, on en est où? Et nous, on lui hurle dessus en disant, mais vas-y, c'est à toi! Ou rentre, et juste on le pousse, on ouvre la porte et on le pousse dedans. Et ça a été un moment, mais tellement magique. Et du coup, après le spectacle s'est passé, les gens n'ont absolument rien vu, mais par contre, celle qui était sur scène était comme ça, et puis nous, on était comme ça aussi, parce qu'on se dit, s'il n'y a pas Maurice, mais qu'est-ce qu'on va faire? Anecdote suivante. Alors, je vais vous expliquer maintenant la plus grande hantise des comédiens. On en rêve la nuit, vraiment. Moi, j'en cauchemarde. Je connais plusieurs comédiens qui m'ont fait part aussi, qu'ils ont ce cauchemar qui revient de manière récurrente. C'est le trou sur scène. Le trou sur scène, c'est quelque chose qui nous paralyse complètement, où tu ne connais plus ton texte et tu es complètement paralysé. Ça nous fait peur. Plus peur que de se dire, de toute manière, on rattrape, on improvise, etc. Le trou de texte est vraiment notre... Voilà, c'est pas possible. Voilà. Et un jour, on me demande de reprendre une pièce en 24 heures et donc d'apprendre le texte en 24 heures, sans répétition, et la première le lendemain, et allons-y, c'est parti. Le partenaire, je n'ai jamais joué avec lui. Donc c'est vraiment démerde-toi. Et c'était l'une de mes premières pièces, c'était ma première pièce pour adultes. Donc autant vous dire que j'étais flippée, mais à un point, vous imaginez même pas. Je débarquais vraiment dans le milieu et j'étais tétanisée, mais vraiment tétanisée. J'apprends mon texte tant bien que mal en 24 heures. Alors autant vous dire, si vous devez apprendre un texte en 24 heures, parce que ça peut arriver, des fois c'est même des tests pour voir si vous en êtes capable, c'est horrible mais c'est comme ça. Vous mangez pas, vous pissez pas, vous dormez pas, vous ne faites que ça, je vous assure. Vous pouvez pas faire autrement, ça vous obsède. Vous dites demain c'est la première, je n'ai pas de répétition, il faut y aller là. Donc je me fais ça et en fait c'était une comédie de couple où je pouvais avoir des fiches. En fait c'était un peu présentation machin et tout, donc je me fais des fiches avec juste les parties de la pièce, sans noter les répliques, mais en me notant en fait les sujets clés pour pas que je m'embourbade, et que surtout qu'il y avait beaucoup d'improvisation dans cette pièce-là, ce qui est récurrent au café-théâtre, mais là il y en avait beaucoup, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de place pour le public. Donc il fallait surtout pas que je me mélange les pinceaux d'un lien à l'autre. Et donc je rencontre mon partenaire de scène le lendemain et je suis tellement stressée que je lui file mon stress. Et ça m'a vraiment donné cette leçon de ne jamais refiler son stress à son partenaire, même si ça se voit, de ne pas lui dire putain j'en peux plus, on va mourir, il faut pas faire ça. Tu lui dis, s'il te demande, tu dis oui je suis stressée, mais sinon il faut essayer de pas le dire quoi, parce que ce qui s'est passé c'est que du coup on commence la pièce, mais alors là j'étais dans une détresse absolue, on joue, tout se passe bien, et là d'un coup le blanc.
Mais le blanc, c'est-à-dire que j'étais tétanisée et je ne savais pas, j'avais pas encore les cartouches. Nous, ce qu'on appelle les cartouches, c'est-à-dire des petites vannes qui permet en fait de dire au public, d'avouer au public en fait que t'as perdu ton texte et de les prendre avec toi et du coup de demander à ton partenaire s'il a, s'il a de quoi t'aider et comme ça le public est avec nous, il rigole de ça, etc. Et là, je ne l'avais pas, je venais d'arriver vraiment, ça faisait 6 mois que j'étais dans le métier, donc si vous voulez, j'étais vraiment pas au fait de tout ça et j'ai un blanc et je me dis mais putain mais je sais pas où je suis là je sais pas, je regarde mes fiches et tout et je regarde à travers la coulisse parce qu'à ce moment là j'étais toute seule sur scène, je regarde à travers la coulisse en me disant mais mon partenaire il est où là parce que je suis perdue et là mon partenaire arrive, il se met sur le sur le mur, je m'en souviendrai toute ma vie je m'en souviendrai, il s'appuie sur le mur et il fait bah alors on a oublié son texte. Je commence à me prendre un fou rire, les gens sont en fou rire. Là, je me dis putain, bien joué. Et à la fin de la pièce, il me dit tu sais, pour le trop que t'as eu, en fait, c'est moi qui l'ai eu, tu m'as transmis ton stress et t'avais pas de trop du tout, c'était à moi. Mais ce coup-là, je me suis dit, mais quelle enflure de m'avoir fait ça et j'ai trouvé ça tellement drôle et tellement bon enfant. Mais il m'a en même temps sauvé la vie, mais en même temps, c'est lui un peu l'enflure qui ne connaissait plus son texte et qui lui a fait perdre ses moyens, mais c'était un peu ma faute aussi. Donc voilà, le trou de texte, c'est tellement horrible. Alors, je vais continuer maintenant avec un backstage qui nous arrive avant même de monter sur scène. On appelle ça du coup le filage technique. C'est-à-dire que quand on arrive dans un lieu, du coup on fait un filage technique, c'est-à-dire qu'on voit tout, on apprend au régisseur les lumières et les sons du spectacle. Et en fait, je vais du coup dans un théâtre à Nice pour jouer ma première pièce, Le mensonge ne sauve personne. Vous allez voir qu'il m'est arrivé plein de trucs sur cette pièce, c'est un truc de fou. Il m'est arrivé tous les pires trucs sur celle-là. Et du coup, on arrive et 2 semaines avant, vu que j'étais à Nice, j'appelle le régisseur et je dis écoute, je suis à Nice, si tu fais rien cet après-midi, je passe faire le filage technique. Comme ça, quand on arrive dans 2 semaines chez toi, tu auras tout déjà. Il me dit ouais, pas de souci. Donc j'y vais, je fais le calage technique avec lui, ça se passe nickel, on s'entend super bien, tatati tatata. Super. 2 semaines plus tard, le gérant m'appelle et me dit le régisseur on l'a viré, donc on a une nouvelle régisseuse stagiaire qui a jamais fait de régie. Et là je me dis merde et tout machin, et j'étais plus sur Nice à ce moment-là. Je dis bon écoute tant pis, j'arrive l'après-midi et pas de souci. Donc on arrive l'après-midi et je commence le filage technique. Et là la régisseuse ne sait pas du tout se servir d'une console. En fait, il y a une console lumière et une console son. Et elle ne sait pas du tout comment ça marche. Et moi non plus. Enfin, c'est pas mon domaine. Vraiment, je ne sais pas comment ça marche. Et je vois l'heure tourner et on jouait à 19h30, il me semble. Et on défile. On était toujours au premier top son, donc premier top, c'est-à-dire plein feu musique. On était à ça et elle n'y arrivait pas et il y avait 13 tops à enregistrer pour dans 1 heure. Et là je me dis c'est pas possible et tout, qu'est-ce qu'on va faire, En plus on arrive dans le théâtre, pas de canapé. Alors faut savoir que le canapé c'est quand même le décor qu'on te demande dans toutes les pièces, donc tous les théâtres en ont un. Et là non, il y en avait pas, donc on a dû rafistoler 3 chaises ensemble avec de la corde et mettre un plaid dessus pour faire un semblant de canapé, mais déjà on était bien remontés. Et donc du coup voilà, accueil pas top et tout machin, bon bref. Et du coup on fait le filage. Et on reste coincé au premier top, Et là, alors qu'on arrive péniblement arrivé au 3e top et qu'il était à 30 minutes du spectacle, y a quelqu'un qui débarque et qui dit vous pouvez virer s'il vous plaît, là j'ai mon filage à faire. Alors moi complètement interloquée, je fais mais quel filage, parce que nous on joue dans 30 minutes. Quel filage exactement? Ouais, c'est la directrice qui m'a dit de passer aujourd'hui, on a réservé le créneau, là on fait la régie. Alors là j'ai fait attendez, vous allez appeler la directrice tout de suite parce qu'en fait moi je joue dans 30 minutes, d'accord? Bon, mais j'étais pas au courant et que mon spectacle n'est toujours pas terminé. Donc qui que vous soyez, ça va pas être possible en fait. Là, la directrice arrive et elle me dit alors Élise, oui c'est vrai, en fait j'ai dit aux mecs qu'ils avaient la plage horaire, du coup est-ce que tu peux le faire plus tard? Mais plus tard quand? Dans 30 minutes je joue, je suis sur scène, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, je suis pas habillée, rien du tout. Enfin c'est non, c'est juste non en fait. Donc j'ai dû me prendre la tête pendant 15 minutes avec cette meuf-là pour lui dire mais excuse-moi, mais enfin si tu leur as dit ce jour-là, qu'ils fassent ça un autre jour parce que moi c'est mort quoi. Moi j'ai mes spectateurs qui arrivent, qui sont déjà là, qui vont rentrer normalement dans 15 minutes, donc non en fait.
Mais l'absurdité du truc, j'étais tellement énervée, tellement... Oh, mon Dieu. Bon, finalement, on a fait la pièce tant bien que mal. Il y a eu des petits sauts de régie, etc. Mais ça a été quand même, mais ça a été un stress et un énervement de dernière minute qui était juste horrible. On continue tout de suite le jour où j'ai failli perdre ma jambe. Alors je vous explique, c'était mon premier spectacle de pro. C'était un spectacle enfant qui s'appelait Aladdin. Et en fait, dans ce spectacle, il y avait un tour de magie que je ne vais pas vous révéler évidemment, mais on me faisait disparaître. Et un jour, le spectacle marchait vraiment très bien. Je ne pouvais pas assurer toutes les dates, donc ils avaient engagé une autre comédienne pour me remplacer quand j'étais pas disponible. Et à la première, j'ai tenu à être là pour voir ce que faisait ma doublure. Et puis ça se fait beaucoup d'aller voir les autres comédiennes qui te remplacent pour voir ce qu'elles font et peut-être choper des trucs qu'elles font et s'échanger un peu des trucs de jeu, quoi. Et en fait, cette comédienne-là ne pouvait pas faire le tour où on faisait disparaître la comédienne parce que elle disait qu'elle n'avait pas la morphologie pour rentrer dans cette boîte-là. Et du coup, vu que j'étais là pour la première, le metteur en scène me dit « Élise, si tu veux, tu peux faire, tu peux le faire, enfin on fait genre c'était quelqu'un du public, on te fait disparaître et tout, vu que t'es là et tout. » Je dis « Ouais, ok, pas de souci. » Comme ça permet en fait au spectacle de garder le tour de magie, vu que je le connais, voilà. Et en fait, du coup, le spectacle se met en route et tout, je les regarde jouer, et puis au moment où je dois faire le truc de magie où je dois me faire disparaître, donc ils font semblant, ah mademoiselle, vous venez, on va vous faire disparaître, machin. Moi je joue le jeu, ah oui super, machin, truc muche. Je rentre dans l'espèce de boîte, je me mets dans une position absolument improbable où je ne peux pas bouger. C'est très important du coup pour ce qui va se passer par la suite. Donc je vous révélerai pas comment je suis, machin et tout, mais voilà, je me mets en position du coup pour le tour de magie. Et là, la boîte qui me contient, littéralement, se casse la gueule. Commence à se casser la gueule. En fait, les mécanismes commencent à se casser la gueule, et en fait je suis à l'intérieur et je ne peux pas bouger, je ne peux pas me dépaître de ça, et en fait la position est telle que si personne n'intervient, je perds ma jambe. C'est à dire que ma jambe meurt. je n'aurai plus de jambe quoi à cette heure-ci, et au moment où tout s'écroule, j'ai le metteur en scène parce que le magicien essaie de la contenir tant qu'il peut, mais il peut pas tout seul. Il y a le metteur en scène qui court jusqu'au truc et il tire la boîte comme ça à bout de bras. Et là, le magicien essaie de me faire sortir tant bien que mal. Il me fait applaudir et tout machin, mais du coup, le tour était complètement raté. Et en 10 secondes, j'ai failli perdre ma jambe. Voilà. Anecdote suivante. On va commencer à arriver dans un moment où même quand on est malade, en fait, on joue quand même. On joue quand même, et des fois ça peut arriver, enfin ça peut aller vraiment très 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 loin. Notamment du coup à une tournée avec Le Mensonge n'a jamais sauvé personne pour changer. Hein, je vous avais dit qu'il m'était arrivé plein de trucs sur ce spectacle. Donc on part en tournée, et en fait on était à Nice et on remontait du coup la France pour aller dans un coin de la France au centre près de Lyon, qui s'appelle le Brive-Charensac je crois, et sur la route on croise le soleil, la pluie, la grêle, la neige. Je vous assure que c'est vrai. Et super cool. D'ailleurs je vais vous mettre des images si je les ai encore. Elles s'affichent tout de suite du trajet. Incroyable, il se met à neiger quoi. Et là, il neige. Ah putain, c'est pas une blague. Il fait combien de degrés là? Il fait 2 degrés. 3 degrés. Ouais, ça clignote, ça veut dire que c'est autour des toits. Waouh, c'est magnifique. Oh, il y a un chat. Regarde. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait là?
Et donc du coup on a ce trajet là qui est absolument épique et on arrive dans notre chambre d'hôtel et tout, on fait la rencontre du gérant qui était super sympa, que j'aime beaucoup et il nous annonce que c'est complet ce soir et tout, on est trop contents. Moi particulièrement parce que c'est ma pièce et j'étais super contente que ce soit complet quoi. Et on arrive du coup dans nos chambres, donc mon comédien avait sa chambre à lui, moi j'avais ma chambre à moi et là 2 heures avant le spectacle, il me prend des vertiges, j'ai un mal de ventre et j'étais blanche et j'étais vraiment pas bien, mais vraiment, je sais pas si j'avais de la fièvre, on n'a pas pu prendre ma température, mais j'étais vraiment au plus mal. Vraiment une envie de vomir, mais absolument incroyable. Et du coup, on va au théâtre, mais je suis dans un état, dans la voiture, je suis comme ça. Et mon partenaire qui fait « Elise, ça va ?» Ouais, ça va. Et j'avais une envie de vomir et j'étais blanche et j'avais un mal de ventre. Mais un mal, mais j'ai jamais eu aussi mal au ventre de toute ma vie. Et on arrive, je me prépare tant bien que mal avec le fond de teint, mais j'ai essayé de rattraper cette blancheur, mais j'étais blanche. Mais avec le fond de teint, je pouvais pas faire autrement, quoi. Et en attendant, j'étais comme ça sur la table. Et j'essayais péniblement de respirer. J'avais mal, mais vraiment dans un état pas possible. J'inquiétais les gens, du coup mon partenaire il est là, mais enfin Elise, ça va, tu vas pouvoir jouer et tout. J'ai là, ouais, c'est bon. De toute façon c'est incomplet et tout, on va le faire et tout. Le gérant arrive, Elise, si tu veux pas le faire et tout, tu me dis. Et je me lève, mais tant bien que mal, je regarde, je fais non, mais bien sûr que non, enfin bien sûr qu'on va jouer et tout. Juste mets-moi un seau à côté. Derrière les loges, si je gerbe, au moins je gerbe dans le seau quoi. Et on commence le spectacle et je ne sais même pas comment j'ai pu tenir debout, mais je ne sais même pas. Heureusement, c'était une pièce que je connaissais, mais par cœur. Mais enfin, cette pièce, elle coule dans mon sang, si tu veux. Il peut arriver n'importe quoi, je peux la jouer les yeux fermés, je la connais par cœur, tu vois. Et du coup, on joue et tout, et je me sens mal. En plus, il y avait un photographe ce soir-là. Je vais vous mettre des photos de ce soir-là si je peux trouver. Ça ne se voit pas du tout que je suis au plus mal, mais je vous assure que j'étais pas bien, mais pas bien du tout. Et à plusieurs reprises, je me dis putain là je vais peut-être vomir et tout, donc je me rapprochais péniblement de la sortie pour me dire si je dois vomir que je fasse ça dehors quoi. Et on termine le spectacle, les gens super contents et tout, je salue, et au moment qu'on salue, on sort de scène et là je m'effondre. Je m'effondre sur la loge, sur le canapé de la loge, je m'effondre, mais vraiment là j'étais plus que l'ombre de moi-même. Et au tel point que du coup ils appellent les pompiers, je me fais sortir des pompiers sur un brancard, j'arrive à l'hôpital, donc j'ai un trou noir entre le moment où je suis partie du théâtre et qu'on m'a mis sur le brancard, je me souviens même pas qu'on m'a mis sur un brancard, vraiment je m'en souviens pas. Et vraiment blackout complet, et je me réveille du coup dans la salle d'hôpital. J'ai pas une perte de connaissance, mais clairement mon cerveau a occulté ce moment-là. Je me réveille du coup dans la chambre d'hôpital, j'ai un cathéter dans le bras et je sais pas où je suis, il y a personne, je suis toute seule, j'ai pas mes affaires, je suis du coup dans un truc complètement nu avec le truc d'hôpital, et je me dis putain là je suis tombée vraiment bas, j'aurais peut-être pas dû jouer ce soir-là, mais bon maintenant c'est fait quoi. Et j'attends et en fait il y avait un paravent qui me sépare de quelqu'un d'autre, et l'autre personne parle une langue, je pense que c'était du martien ou du canadien, je ne sais pas, mais c'était pas français. Et elle fait des cris de douleur et tout, et moi je suis là en me repassant toute la soirée, toute ma vie dans mon cerveau, et je me dis putain mais qu'est-ce que je fais là. Et au bout d'un moment il y a un médecin qui arrive et qui me dit mademoiselle, vous êtes passée vraiment pas loin de l'ulcère, je sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais vous êtes vraiment véritablement stressée, c'est-à-dire que votre stress a rongé l'intérieur de votre estomac au point que vous étiez pas loin de faire une occlusion intestinale quoi. Je suis putain et tout, c'est pas possible et tout, ça craint et tout, et j'étais un peu il m'avait mis sous calmant, donc j'étais un peu en mode tout va bien la vie quoi. Et donc j'étais pas vraiment dans mon état normal, et il me dit bon on va vous faire des radios, donc ils me font les radios. Là je croise le gérant qui était venu, trop mignon, il était 4h du matin, oh là là, il était venu du coup avec mon comédien me chercher, mais trop chou, et mais j'étais un peu wouh comme je vous disais, et du coup ils viennent me chercher, et on m'a fait les radios, on revient, on me dit bon les radios révèlent rien d'anormal et tout, on va vous prescrire des antibiotiques et tout, et allez voir absolument un docteur quand vous rentrez quoi.
Et du coup, au bout de... J'attends et il me dit, attendez qu'on fasse les analyses et tout, mais vous allez pouvoir sortir. Et au bout d'une heure, donc il était 4h du mat, je parlais avec donc mon partenaire et le gérant de la salle, et il me faisait des blagues et c'était super cool et trop bien. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je sais pas ce qui m'a pris. J'en ai eu marre, je me suis levée et j'ai voulu aller dans la salle des infirmiers pour dire, bon bah c'est bon, je peux partir avec mon cathéter dans la main, c'est bon, je peux partir et tout. Et sauf que j'avais complètement omis que sous ma blouse, derrière, j'étais complètement nue en fait. Et du coup, il est arrivé, mais un fou rire. Chez moi, je réalisais pas. Mais mon partenaire et du coup, et le gérant ont clairement vu mon cul, hein, clairement. Mais c'était drôle. Et du coup, j'ai pu rentrer ensuite, tant bien que mal, le lendemain où ma soeur est venue me chercher pour me remonter jusqu'à Paris. Parce que j'étais à Paris la plupart du temps, pour me remonter parce que j'étais incapable de conduire et c'est horrible cette expérience et en même temps ça nous a vraiment rapprochés. On continue tout de suite avec une autre anecdote d'hôpital. Alors là, donc je reviens sur si vous avez suivi ma dernière vidéo sur la pyélonéphrite et sur le one shot sur les cheveux, j'ai été gravement malade du coup il y a à peu près de ça 2 ans. Et du coup, c'était pendant que je jouais. C'était à Grenoble. Et donc un soir complet, pareil. De toute façon, ça n'arrive que quand t'as des complets, des trucs comme ça. Hein. Donc 3 heures avant le spectacle, je vois que je fais une rechute en fait. Il y a mon corps qui me fait signe que je fais une rechute. Et du coup, je me dis merde, est-ce que je vais à l'hôpital ou pas? Parce que c'était assez grave, mon truc était assez grave. Donc je me dis ça revient, il faut vraiment que j'aille voir quelqu'un quoi. Et donc du coup, je prends la décision de partir et de prévenir les urgentistes, de dire voilà, si vous pouvez pas me prendre en 3 heures, dites-le moi, je viendrai après, il n'y a pas de souci et tout. Et donc j'arrive aux urgences, je leur dis voilà, j'ai une pyélo, là je fais une rechute, est-ce qu'on peut m'examiner rapidement parce que j'ai un spectacle à 20h, c'est complet et il faut absolument que je parte pour 19h30 dernier carat pour que j'aille m'installer en fait. Et ils me disent oui, il n'y a pas de souci, de toute façon là il n'y a pas grand monde donc on va vous prendre tout de suite. Donc ils m'ont pris tout de suite et j'attends et là je vois arriver l'infirmière blonde. Alors faut se dire que j'ai rien, enfin je n'aime pas les blondes, mais c'est pas contre vous les filles, hein, mais en fait c'est depuis ce jour-là que je n'aime pas les blondes parce que attendez, je vous explique. Donc du coup, elle vient, donc le docteur arrive, elle m'ausculte et elle commence à me parler, mais elle me parle vraiment très mal, alors que, moi je restais polie, et elle me dit, vous avez pris quoi comme antibiotique? Je suis alors là, je sais pas, je les ai pris il y a 1 mois, je peux pas vous dire quel antibiotique j'ai pris, mais c'est les antibiotiques pour la pyélonéphrite, donc je pense pas qu'il y en ait 50. Elle me dit, vous voulez comment que je vous soigne, moi, si vous savez pas? Je fais, écoutez, restez poli, c'est juste que je ne sais pas, j'ai pas les papiers sur moi, je suis en tournée, donc voilà. Et elle me dit, d'accord, super, vous vous rendez pas compte de mon métier et tout. J'étais là en mode, si, y a pas de souci et tout. Donc très désagréable, vraiment lien humain pas ouf quoi. Et je me dis bon c'est pas grave, après c'est son métier et tout, donc voilà, peut-être qu'elle est stressée, voilà. Et elle part et il y a une infirmière qui vient me voir et elle me donne un médicament et tout. Elle me fait une première piqûre qui passe crème et tout va bien. Et du coup, je lui dis par contre, je vous préviens, moi à 19h30, quoi qu'il se passe, faut que je parte quoi, parce que je l'ai prévenu et tout. Vous étiez d'accord, j'ai un spectacle et on est complet. Et elle me dit oui, y a pas de souci et tout. Bon, j'attends 3/4 d'heure, 1h30, toujours rien. Et au bout d'1h30, je me lève, je vais voir les infirmières et je fais excusez-moi, mais moi dans 20 minutes, faut que je parte quoi, faut que j'y aille. Elle dit oui d'accord, on va prévenir la docteur et tout. Et donc elle revient, donc j'attends encore 20 minutes du coup et l'infirmière revient, elle dit voilà, en fait il faut que je vous fasse une injection dans le bras. Et je fais mais ça fait mal? Elle me dit sur le début oui ça va faire mal, mais après non ça va. Et je dis écoutez allez-y quoi, pas de souci. Et il y avait mon mec qui m'attendait du coup à l'accueil pour venir me chercher et pour qu'on aille en fait s'installer 30 minutes avant le spectacle et tout, même si les gens étaient arrivés, ils étaient pas encore dans la salle, donc tout allait bien. Et du coup l'infirmière arrive, elle me met du coup le truc dans le bras. Effectivement c'est pas très agréable, ça fait un peu mal, mais ça va, c'est supportable. Et donc elle me met le truc et tout, et je fais ok super, du coup je peux sortir. Elle me dit oui allez-y. Et du coup je lui dis oui parce qu'il est 19h30 donc je me casse. Et je me lève,
Je pars et en fait les urgences ça fait un U, donc t'as l'accueil là et moi je sortais par là et je devais re-aller par là vers l'accueil pour aller chercher mon chéri pour lui dire ok c'est bon on y va quoi. Et du coup je sors de l'urgence, je sors des urgences et là il me prend une douleur dans le bras, mais une douleur mais incommensurable au point que je m'effondre par terre. Je m'effondre par terre mais au niveau de la vitre des accueils et donc dans un dernier élan d'énergie, j'arrive à taper le pied contre la vitre. Donc il y a quelqu'un qui me voit tomber et du coup qui comprend que je voulais appeler mon chéri, donc il dit à mon chéri regardez elle est derrière et tout, il y a quelqu'un qui vient de s'effondrer. Donc là il arrive, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout, et moi je commence à pleurer, à m'énerver, me dire putain mais c'est pas vrai, là elle a fait exprès, la médecin elle m'a pas aimé et du coup elle a voulu me mettre un truc alors qu'elle pouvait très bien me donner des cachets quoi. Et du coup là je m'énerve et tout et je pleure et là j'étais clairement dans un état second, j'étais à terre et je me dis ah putain la pute, putain, je commence à l'insulter mais de tous les noms. Les infirmières et les docteurs arrivent et là la docteure qui me détestait, mais clairement qui m'a détesté, je sais pas ce que je lui ai fait, elle me regarde, elle me dit bah alors mademoiselle Pochi, mais pourquoi vous êtes vous êtes partie, fallait rester hein, alors qu'elle savait qu'à 30 je devais partir, elle le savait putain. La meuf qui est encore énervée. Et du coup il me raccompagne dans la chambre. Et là, mon chéri appelle le producteur pour lui dire là, Élise, elle est au plus mal et tout, fait durer le public et tout. Il était -10, hein, donc dans tous les cas, c'était un peu à 10 minutes à pied, sachant que j'avais très très mal au bras, je savais pas dans quel cas j'allais venir, donc j'étais pas en état du tout de jouer là. À ce moment-là. Donc il fait durer le public et il ne fait pas rentrer le public dans la salle. Et du coup, je la regarde et je fais mais pourquoi vous m'avez mis ça dans le bras et tout machin. Je lui dis mais il n'y avait pas des cachets, mais si il y avait des cachets. Et puis elle me regarde avec un sourire et elle s'en va. Connasse. Et donc elle part et j'attends encore un quart d'heure, mais du coup il était 20h10 tu vois, et je vais voir et l'infirmière arrive et elle me dit je suis désolée et tout. Je fais non mais c'est pas votre faute et tout. Elle me dit alors voilà, là on va vous faire une autre piqûre. Je fais alors attendez, c'est l'autre blonde qui vous a dit ça? Elle me dit oui. Je fais alors on va arrêter de me faire des trous de partout, maintenant c'est terminé hein, déjà 2 fois c'est déjà assez, vous allez me donner un cachet maintenant par contre parce que moi je dois aller jouer là. Et du coup elle repart, elle dit oui c'est vrai qu'on pouvait vous donner les cachets, elle me donne les cachets et là je pars, mais dans un état je ne pouvais pas bouger le bras, je faisais ça, je hurlais à la mort, mais vraiment j'avais un mal mais pas possible. On arrive à 20h20, 20 minutes de retard, le truc horrible, complet, mais 60 personnes, on arrive et donc les gens me voient passer, dans ma tête je me dis putain mais je suis désolée les gars, je suis tellement désolée et je vais me changer, mais je ne pouvais pas me changer en fait, clairement je ne pouvais pas lever le bras, donc j'ai essayé de faire tant bien que mal, j'étais même pas maquillée, même pas coiffée, on lance le spectacle, pas de changement de costume alors que j'avais 7 changements, j'ai joué comme ça et avec un mal de bras absolument incommensurable, shooté en plus avec les antidouleurs. Et donc voilà le pire moment, horrible. Et on termine maintenant avec ce qui est l'anecdote la plus incroyable qui m'est arrivée. Je pense qu'à ce jour, c'est la plus incroyable qui m'est arrivée. Un jour, je pars du coup en tournée toute seule à Metz. Et donc, il y avait mon partenaire de scène que je connaissais pas, qui arrivait de Paris et qui me rejoignait à Metz. Et je me tape du coup 8 heures de bus, parce que la prod m'avait pris un bus. Donc, je me tape 8 heures de bus. J'arrive à Metz, il pleut. Je suis à pied avec les costumes, mes affaires, tout le barda. J'arrive au théâtre et tout, super beau théâtre, le régisseur hyper sympa, cool. Et du coup, je regarde la mise et tout, je fais c'est cool et tout, mais par contre, ils sont où les accessoires? Et le régisseur me dit bah nous la production de Paris nous a pas envoyé les accessoires. Et je fais mais on joue dans combien de temps? Il me dit bah dans 2 heures. Et là je fais mais il me dit mais tu les as pas pris avec toi? Je fais bah non. Et il dit et ton partenaire qui vient de Paris il les a pas pris avec lui la valise de tournée? Je fais je sais pas. Du coup j'appelle mon partenaire. Et je lui dis mais t'as la valise de tournée? Et il me dit ah bah non moi on m'a pas donné de valise ni quoi que ce soit. Je dis oh putain merde. Du coup j'appelle la production
J'appelle la production, je fais oui c'est Elise, alors on a un souci, c'est que on n'a pas les accessoires. Et là le producteur, enfin le sous-producteur, enfin le bras droit du producteur me dit écoute Elise, pas de souci, on t'envoie la valise dans un train, le régisseur va le chercher, il arrive à, on joue à 21h, hein, il arrive à 20h55 à la gare de Metz, le régisseur va le chercher, vous êtes un peu en retard mais ça le fait crème, tu vois. Je fais bon bah ma foi, ok tu vois. Du coup, nous, on se prépare tranquille, le cœur léger. Bon, c'est un peu just 20h55, mais bon, ça le fait, quoi, tu vois. On se dit, bon, bah, tant pis, ça sera la dernière minute, mais ça va, quoi. Et du coup, on se prépare, machin, et tout va bien. Et là, vers 20h30, la production m'appelle et me dit, alors, Elise, on a eu un souci. On a mis la valise dans le train. Et en fait, le souci, c'est c'est le stagiaire qui s'en est occupé. Et en fait, il y a quelqu'un qui a remarqué qu'on avait mis une valise dans le train. Et ils ont appelé la police pour colis suspect. Il y a quelqu'un dans le train qui a appelé la police pour colis suspect. Le train a été arrêté et a été retardé. Du coup, la police est arrivée. Ils ont contacté le stagiaire qui est arrivé. Il est embarqué au poste. Mais non, c'est du merde et tout, machin, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et du coup, le régisseur qui avait tout ce qu'il fallait chez lui, parce que c'était une comédie sur les musulmans, la tolérance d'un couple mixte entre un musulman et une française, donc il va chercher la couscoussière, machin, et les trucs, et en fait, la valise contenait la couscoussière, la djellaba, le tapis de prière, et tout ce qu'il fallait pas en temps d'attentat, en fait. On était juste après les attentats de Nice, donc vraiment, c'était pas ouf, quoi. Et du coup, il ramène tant avec mal à peu près tous les accessoires, donc on arrive à jouer. Et après, je rappelle le producteur, je fais mais alors, du coup, quid du stagiaire? Il me dit, en fait, là, il est en garde à vue et on a pris une prune de 135 €. Et le train a eu 1h30 de retard à cause de ça. Je fais putain, non, merde et tout. Il me dit, ne t'inquiète pas, pour demain, j'envoie la valise du coup dans un Blablacar. Du coup, allez, chemin faisant, j'ai dû le lendemain aller chercher, du coup, une valise dans un Blablacar, quoi. Mais incroyable cette histoire, incroyable, je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'aurais voulu voir la tête du policier quand il a ouvert la valise et qu'il y avait une couscoussière, un tapis de prière et tout, comme colis abandonné. Je me dis, oh, et puis pauvre stagiaire, quoi, le pauvre, il a rien demandé, il s'est retrouvé au poste. Oh mon Dieu, incroyable. Voilà, j'espère que cette session d'anecdotes vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai vraiment rigolé à me les remémorer, c'était incroyable. Je vous prépare une deuxième vidéo sur les pires anecdotes de tournée version publique parce que là, j'ai occulté ce que les publics, ce que vous nous faites des fois, qui est incroyable aussi. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des anecdotes de tournée, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Salut, ciao, bye.